The honourable member for Ottawa South. Le député d'Ottawa-Sud. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire à l'intention des Canadiens qui nous écoutent ou qui suivent notre débat, eh bien, j'aimerais rappeler aux Canadiens ce qui est en jeu. De quoi débattons-nous ce soir? Pourquoi a-t-on présenté autant d'amendements qui feront l'objet d'un vote sous peu? Pourquoi tout ce battage autour de ce projet de loi? Bien sûr, les Canadiens sont occupés à gagner leur vie, à s'occuper de leurs enfants, à payer leur hypothèque. Tout cela leur semble, a priori, très compliqué, mais il y a des simples faits qui permettent de situer les questions. Il s'agit d'un document budgétaire qui compte plus de 400 pages. Il compte 753 articles. Il se trouve à modifier ou à abroger 70 lois qui existent aujourd'hui au Canada. Voici certaines des mesures prévues dans ce projet de loi, parce qu'il ne s'agit pas d'un document économique et ce n'est pas non plus un plan de transformation économique, contrairement à ce que prétend le ministre. Premièrement, on se trouve à réécrire les lois de protection de l'environnement du Canada. Ça a pris 40 ans pour les adopter. Et dans ce projet de loi, on les raye d'un trait. Et on brise une promesse du gouvernement conservateur en relevant de 65 à 67 ans l'âge d'admissibilité à la pension de vieillesse. Ce projet de loi crée de l'incertitude pour les industries sectorielles, plutôt saisonnières, en modifiant l'assurance-emploi. On se trouve également à nuire à l'image du Canada dans le monde en annulant 100 000 demandes d'immigration. 100 000 personnes qui attendaient que leurs demandes soient traitées. Eh bien maintenant, ces personnes n'ont plus aucun espoir. Donc, on propose de réduire les paiements de transfert aux provinces en matière de santé. Est-ce que cela a été annoncé dans leur programme? Non. Est-ce qu'ils ont négocié cela avec les provinces? Pas du tout. Et les conservateurs s'en prennent également à des organismes de bienfaisance avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ils ont éliminé la table ronde sur l'économie et l'environnement, droit et démocratie et le Conseil national du bien-être social. Des groupes avec lesquels les conservateurs sont en désaccord. Est-ce qu'ils en avaient parlé pendant la campagne électorale? Pas du tout. Ils ont réduit la surveillance des organismes relevant de la couronne. On réduit la surveillance démocratique de notre organisme d'espionnage, le SCRS. On abroge la loi d'exécution du protocole de Kyoto. On élimine plusieurs exigences de déclaration en ce qui concerne les changements climatiques et les emplois dans le secteur privé. Et en bref, Monsieur le Président, il s'agit d'une loi antidémocratique. Le gouvernement se sert d'une loi omnibus pour limiter le débat et pour faire passer à toute vapeur toutes ces mesures hétéroclites à la Chambre. Voilà l'objet de ce projet de loi. Mais nous qui sommes ontariens, qui avons vu la première incarnation de ce gouvernement quasi républicain, nous ne sommes pas étonnés parce qu'on a vu ces gens mettre au point leur technique, la technique des billes omnibus. Cette méthode avait été mise au point par Mike Harris. Elle a été perfectionnée par le ministre des Finances. Les conservateurs reviennent sur leur promesse électorale en relevant de 65 à 67 ans l'âge de l'admissibilité à la pension de vieillesse. Ils font fi de l'avis de l'OCDE, du directeur parlementaire du budget et des experts du Parlement qui ont tous affirmé que ces changements ne sont pas nécessaires parce que notre régime de pension de vieillesse est
repose sur des assises très solides et cela va toucher de façon démesurée les femmes âgées qui dépendent de façon disproportionnée de la pension de vieillesse et du supplément de revenus garanti. 40 des prestataires des gens qui touchent la pension de vieillesse gagnent moins de 20 000 piastres par année. Près de la moitié des prestataires de la pension de vieillesse touchent moins de 25 000 par année. Cela va toucher le plus durement les personnes âgées les plus vulnérables. C'est injuste parce que ces personnes ont beaucoup investi dans la prospérité de notre pays. Passons maintenant aux changements apportés au régime d'assurance-emploi. On ne nous a pas expliqué en quoi ces changements permettraient de résoudre les pénuries d'emplois. Ça ne va pas aider à combler les postes vacants. On ne nous a pas expliqué en quoi ces changements aideraient les 1,4 million de Canadiens sans emploi. On ne nous a pas expliqué en quoi cela pourrait aider les travailleurs et les collectivités où il y a seulement des industries saisonnières. Ce que font ces changements, c'est d'ostraciser les gens qui ont recours à l'assurance-emploi. Eh bien, si vous touchez de l'assurance-emploi au Canada, eh bien, vous serez considéré comme un récidiviste et on va vous obliger à accepter une baisse de salaire de 40 Cela va également obliger les gens à accepter des emplois plus loin de chez eux. Donc, ils vont devoir se déplacer plus loin pour prendre un emploi qui les paie moins. C'est une politique improvisée. Il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas d'argumentaire pour ces changements, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de faits, il n'y a pas d'analyse à la base de ces modifications. Tout cela repose sur le préjugé selon lequel les prestataires de l'assurance-emploi sont paresseux et qu'il faut les punir. Voilà plusieurs années en tant que ministre du régime Harris, eh bien, le ministre actuel a jeté par terre une boîte de seringues par terre. Et il a dit que ceux qui touchaient des prestations d'assurance-emploi en Ontario, eh bien, se servaient de leurs prestations pour se droguer. Voilà ce qu'affirment ces gens. Le Globe and Mail a dit ce qui suit. Ce projet de loi contient trop de mesures pour être bien débattu en Parlement. Ce sont des changements massifs qui seront adoptés à toute vapeur. Ce n'est pas démocratique, a dit le Halifax Herald. C'est un projet de loi monstre. C'est un projet de loi hypertrophié. Il n'y aura qu'un débat, qu'une audience en comité et qu'un vote pour démêler cet embrouillamini. Le Toronto Star dit qu'il s'agit de jeux politiques où on tente de contrôler le message. Et c'est une tendance qui s'accélère. On tente de garder le Parlement et la population canadienne dans le noir. On tente d'inonder les parlementaires de renseignements pour éviter un examen approfondi. Il ne s'agit pas d'une gouvernance transparente. Ce n'est pas ce que le premier ministre a promis. Et ça continue. Si plus de Canadiens comprenaient ce qu'il en est, ils seraient horrifiés de voir le temps alloué pour l'étude du projet de loi, dit la Gazette de Montréal. Le Winnipeg Free Press, sous les conservateurs, les comités parlementaires et le Parlement lui-même sont des outils du parti au pouvoir seulement. Ils sont bâillonnés souvent, en fait chaque fois que les députés de l'opposition déposent une motion. Et on a constaté cette tendance, Monsieur le Président. Le Ottawa Citizen. Une simple question. Pourquoi ça presse? Et ça se poursuit, Monsieur le Président. Le National Post. Alors qu'on épluche le projet de loi, on découvre des changements de politique beaucoup plus fondamentaux qui ne devraient absolument pas se retrouver dans un budget
et qui ne devrait absolument pas, et encore moins, être étudié par le Comité des finances. Et en terminant, peut-être ma préférée, Monsieur le Président, qui a été publiée à 18h20 cet après-midi, et ça vient de Postmedia. On dit du projet de loi Omnibus qu'il comprend diverses mesures qui forment un plan logique, mais ça n'a aucun sens. Ça comprend des réformes à Parc Canada, la loi sur la libération conditionnelle, l'élimination de l'inspecteur général pour le SCRS. Comment est-ce que ça peut être considéré comme des mesures économiques? Et on poursuit en posant la question, pourquoi gaspiller son temps avec un débat public et un examen en comité? Ce serait bien plus efficace, dit le Postmedia, et ce serait bien moins coûteux pour le premier ministre s'il régnait par décret. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions, observations? L'honorable député de Saanich Gulf Islands.